Bonjour à tous, donc je vais vous faire une présentation, on dit encore les numéros pour Ouais, ça doit être le 18e, un truc dans le le genre. 18e et la Talk. Donc on va parler de l'entreprise open source et alors là justement, ouais, tu me mets le focus. Donc je me présente, Alexandre Balm, je suis consultant indépendant et je vais vous présenter en fait quelque chose qui n'existe pas concrètement, qui est en fait une idée, un concept, et qui est l'entreprise open source. Donc, au niveau du programme de la conf, une petite introduction, un constat sur le fonctionnement des entreprises en France, et un cas d'école, comment est-ce qu'on va agir sur une entreprise qui est traditionnelle. Donc, le petit LDR, on ne va pas parler de l'utilisation de logiciels open source dans une entreprise. Ce serait trop facile dans le sens où ce serait parler de LibreOffice au lieu de Office, la suite Microsoft, etc., etc. Ce serait redire plein de choses qui ont déjà été dites. Ce dont on va parler, c'est le fait d'appliquer des concepts open source à la gestion même des entreprises. Il n'y a pas de modèle d'exemple concret qui existe. Il y a seulement des initiatives Lean qui sont arrivées en France, qui sont de plus en plus utilisées, qui viennent des modèles américains, anglo-saxons. Mais j'ai pas réussi à trouver de société qui fasse vraiment ce que je cherche à expliquer, c'est-à-dire d'open sourcer la totalité de son fonctionnement. Et donc l'idée globale, c'est de se servir de tout ce qu'on fait au niveau IT et de l'appliquer à un modèle de gestion d'une entreprise traditionnelle en fait. Donc l'open source, la définition Wikipédia. Donc la désignation open source ou code source ouvert s'applique au logiciel dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire des possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. Donc concrètement, on est dans quelque chose de technique par rapport à la définition officielle. Et comme je le disais, on va prendre le modèle, mais on va juste le transformer et l'extrapoler sur autre chose en fait. Ce que l'open source n'est pas, ça veut pas dire, quand on fait de l'open source, on ne veut pas dire que nécessairement on fait du gratuit, donc ça c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois dans toutes les confs. Quelque chose qui est open source mais qui n'a pas de licence d'utilisation, ça ne sert à rien en fait concrètement. Le meilleur exemple pour ça, c'est le petit lien GitHub de la communauté CIMI, donc c'est le ministère de l'Intérieur, qui a un repo sur une organisation sur GitHub qui a mis plein de projets, mais aucun de ces projets n'a une licence d'utilisation. Donc concrètement, du point de vue technique, si jamais je contribue, j'utilise le projet, je ne sais pas du tout quelles sont les conditions d'utilisation, ce que je peux faire, ce que va devenir éventuellement mes contributions, etc. etc. Donc c'est quelque chose à ne surtout pas faire du point de vue technique. Et si on peut résumer simplement pour les personnes qui ne font pas du tout, qui ne font pas partie du monde IT, finalement l'open source, c'est uniquement mettre à dispo quelque chose sous un cadre légal avec donc des conditions d'utilisation. Dans nos métiers, pour faire toujours le parallèle, donc l'informatique, le web, on doit beaucoup de choses à l'open source. On va dire à peu près 90% d'une stack web, elle est basée sur l'open source. Donc concrètement, moi, mon cas perso, je travaille sur Mac. Les seules choses au quotidien pour assurer mon boulot, ce serait, et qui ne sont pas open source, c'est le système macOS, parce que voilà, je me paye le luxe de bosser dessus. Mon éditeur, PHP Storm, et VMware, qui me sert à faire la virtualisation des machines. Concrètement, il n'y a que ça qui est... tout le reste, c'est de l'open source. Et en plus, c'est gratuit. Et ce qui est important, c'est de se poser, pour toujours faire le parallèle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'IT qui sont en train de regarder cette conférence. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, concrètement, essayer de prendre un peu de recul et de se dire, voilà, notre métier aujourd'hui, où est-ce qu'il en serait si on n'avait pas les 5 dernières années de contribution?
donc spécialement pour le monde PHP, parce qu'il s'est quand même passé énormément de choses. Et forcément, on arrive à trouver une utilité d'extrapoler le modèle, parce que si pour le monde du web, il s'est passé autant de choses intéressantes, et le delta pour un développeur PHP a tellement explosé qu'on pourra se rapprocher de quelque chose qui est encore plus costaud en termes de langage, avec encore plus de bonnes pratiques, etc. Si on n'avait pas eu toutes les contributions qui ont été faites depuis 5 ans, concrètement, on ne serait pas bien loin, et il y aura peut-être des trucs formidables qui existent chacun de côté, mais en fait, rien n'aurait bougé vraiment beaucoup, quoi. Donc maintenant, l'entreprise en France. L'entreprise en France, c'est pas Jojo, d'un point de vue organisation par rapport à ce qui se fait à l'international. Grosso modo, c'est pyramidal. C'est souvent soumis au principe de Pareto, donc la règle des 80-20. Grosso modo, on prend quelque chose, il y a à peu près 20% d'un truc qui est trusté par 80% des personnes, et inversement. Donc l'exemple le plus concret, c'est on va prendre la grille des salaires, on a à peu près 80% de la rémunération globale d'une entreprise qui part sur 20% des postes. On va prendre des produits, on a à peu près 20% de nos produits qui vont nous rapporter 80% de notre chiffre d'affaires, etc. etc. Généralement, l'entreprise en France aussi, elle est sclérosée par des chefs d'eux et maintenant des directeurs d'eux. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de chefs d'eux, la mode c'était d'être chef d'eux. Alors, chef de rayon, chef de ligne, chef de projet, chef de plein de choses. Et puis maintenant, il y a plein de chefs d'eux, donc on met plein de directeurs d'eux. Donc, comme ça, les gens ils sont contents, et puis ils ont l'impression d'être hiérarchiquement placés au-dessus des autres. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Donc, on ne va pas trop se centrer sur le problème initial de l'administration, parce que ça sort de ça, mais on va dire, pour résumer, à partir du moment où il y a une personne qui est installée, plus ou moins cadre, ce genre de choses-là, plus on va lui donner un délai long pour pouvoir exécuter une tâche, plus la personne va utiliser ce délai au maximum, en fait. Et comme elle l'utilise au maximum, on va dire, ouais, mais il était un peu ric-rac, donc on va lui donner un délai encore un peu plus long la prochaine fois, etc. etc. Et finalement, quelque chose qui aurait pu être fait en 2 jours, ça va être fait en 2 semaines, parce que la personne ne s'est pas plutôt intéressée à la chose pendant la première semaine, par exemple. Et on a une nette coupure, on va dire, dans les grosses boîtes. Tous les échelons, donc on prend quelqu'un, son N+2, généralement il va le connaître de visu parce qu'il va le rencontrer une fois. Le N+3, il ne va pas le connaître. Et en remontant les strates comme ça, en fait, généralement, tous les 2 paliers, dans des gros groupes, les gens ne se connaissent pas. Donc, dans le sens inverse, finalement, personne ne connaît le métier au jour le jour de quelqu'un qui est en dessous de lui. Donc, heureusement, il y a des choses qui bougent au niveau français. Le meilleur exemple, c'est donc le reportage d'Arte d'il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc le bonheur au travail, c'est quelque chose qu'il faut aller voir, c'est des sociétés qui ont mis en place du Lean, en fait. Et comment est-ce qu'elles l'ont fait, etc. Et donc, c'est fait sur... ce sont des sociétés françaises, principalement. Alors la première chose, c'est à chaque fois, on part d'un... Quand il y a du changement, généralement, ça se fait parce qu'il y a une crise. Et c'est parce que c'est toujours en période de crise qu'on innove le plus. Donc, la première chose, c'est que mon entreprise, elle va mal. C'est le cas d'école. Généralement, quand on est dans un grand groupe, parce que j'ai travaillé avec des grands groupes qui ont eu ce genre de problématiques, concrètement, généralement, on s'intéresse plus à toute la partie managériale. Donc, on va dire, mes managers, il y a trop de turnover. Les mecs n'arrivent pas à rester plus de 2 ans dans les boîtes, etc., etc. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir les fidéliser, faire en sorte de les garder, capitaliser sur eux, etc. Et donc, la société, elle va aller voir son agence de com, son agence RH, je ne sais pas quoi, et puis, généralement, ils vont lui dire, il faut créer un réseau social. Donc ça ne marche pas, concrètement. Tous les exemples qui montrent un réseau social d'entreprise, concrètement, ça ne fonctionne pas sur une société qui a des problèmes, surtout des problèmes RH. Ça fonctionne dans les entreprises qui vont très bien, qui fonctionnent déjà très bien, mais quand ça ne marche pas, de toute façon, ce n'est pas le réseau social qui va arranger les choses. Ça ne fonctionne pas
C'est quoi que tu appelles un réseau social d'entreprise? Le réseau social, bête et méchant, tu fais l'équivalent de ton extranet, mais tu mets ça, tu brandes ça réseau social, et puis avec ton petit forum qui va s'appeler le mur, etc., etc. Enfin, tu vas juste prendre un extranet et puis mettre la couverture réseau social dessus. En fait. Il y a des applis pseudo Facebook qui ressemblent à Facebook que tu installes en local, enfin sur un réseau et qui servent à faire des réseaux sociaux d'entreprise. D'accord. Okay. Et en fait, ça fonctionne pas parce que concrètement, il n'y a pas la confiance. Quand tu connais pas, tu es N+2, quand tu es dans un grand groupe, tu as l'impression d'être le manard, et puis au-dessus de toi, il y a une chaîne hiérarchique pas possible, que tu es manager, mais tu dis la moindre de mes idées par rapport à... Elle doit être validée par un comité de pilotage qui lui est complètement déconnecté du terrain, etc., etc. Et puis, on a un groupe de 8 usines ou ce genre de choses-là. Concrètement, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionne pas. Et le constat que normalement très terre à terre qu'on devrait faire, c'est la personne au RH et l'agence de com qui vous conseille ça. Maintenant, en 2015 ou même en 2014, foutez-les dehors parce que quoi qu'il arrive, ce sont des mauvaises idées. Ça fait 5 ans que ce sont des mauvaises idées. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, on va continuer la recherche. On va dire il faut se tourner vers le Lean. Donc ça, c'est la nouvelle agence de com qui a vu le reportage sur Arte. Et déjà, normalement, ça va aller mieux. Donc, pourquoi ça va aller mieux? Ça va aller mieux parce que le but du Lean, c'est de simplifier la communication entre les différentes strates. Le but du Lean, c'est d'impliquer les collaborateurs dans les chaînes décisionnelles. On ne va plus dire, voilà, on va avoir 10 strates et puis chacun va décider pour soi, etc. etc. Le but du Lean, c'est d'avancer donc par petits pas dans le but d'essayer, d'apprendre et de limiter les pertes. En fait, quoi qu'il arrive, que l'expérience soit bonne ou mauvaise, finalement, on va apprendre de l'expérience et c'est censé nous enseigner quelque chose pour pouvoir nous améliorer au fur et à mesure. Et perdre 2 semaines de taf, c'est quand même vachement moins grave que de perdre 6 mois d'un projet qui, finalement, on se rend compte que ça ne servait à rien. Ce qui est le cas dans beaucoup de grands groupes. Le but du Lean aussi, le gros intérêt, c'est que ça va permettre d'identifier des éléments moteurs. Donc les éléments moteurs, je vais aller un peu plus loin ce que c'est, mais concrètement, c'est finalement des personnes, on s'y attend pas, mais qui vont avoir vraiment des idées et qui vont permettre réellement de faire avancer la société. Par contre, le Lean, il définit pas de moyens d'accès à l'information. Le Lean, c'est des méthodes de gestion, d'organisation, on va pouvoir porter ça au niveau RH, sur les chaînes de fabrication, sur de la vente, etc. Mais si on a envie de verrouiller complètement la transmission d'informations en interne dans une société, c'est pas parce qu'on fait du Lean que ça va faire sauter ce verrou. Je parle de procédures, etc. etc. Donc moi, ma proposition, en fait, mon modèle, ce serait d'open sourcer l'entreprise, en fait. Donc, l'idée de l'entreprise open source, ce serait potentiellement donner accès à toutes les informations de l'entreprise. Donc, c'est exactement comme si on faisait de l'open data, en fait. On va vraiment dire, voilà, toutes les infos concernant la boîte, elles sont dans un point, allez vous faire plaisir. L'intérêt, c'est qu'un nouveau collaborateur, il est plus facilement intégré. Donc, plus facilement intégré, on a un sentiment d'appartenance, d'utilité, qui est plus facile à mettre en place et qui est admis plus rapidement. L'intérêt aussi, c'est que les prestats extérieurs, ils ont plus facilement accès aux informations. Donc, on va limiter tous les échanges, notamment toujours dans les grands groupes, oui, mais moi j'ai un référent, le référent, le turnover tous les 2 ans, donc en fait il ne sait pas du tout avec qui il bosse, il doit poser des questions à gauche à droite, et puis ça se retrouve dans un groupe de discussion, etc. Ça redescend, et puis au final 6 mois après on a la réponse, et pendant 6 mois on peut commettre beaucoup d'erreurs. Mais par contre, il y a des grandes questions qui se posent par rapport à ça. Les grandes questions côté gestionnaire, chef d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'il en est de la fuite d'informations? Si moi j'ouvre toutes mes données, tous mes process, etc., qu'est-ce qu'elles deviennent toutes ces infos? Et surtout, qu'est-ce qu'on va en faire de toutes ces informations-là? Finalement, c'est bien beau de tout ouvrir, mais à quoi ça sert? Et là, on va faire des parallèles avec l'IT pour pouvoir voir concrètement comment faire.
Donc, la première étape, c'est d'ouvrir. On va définir des paliers d'ouverture, j'en ai défini 3. On va ouvrir des données sur l'interne, sur les partenaires et sur l'externe. Pourquoi? Parce que justement, on a par exemple les propositions, toutes les présentations de la société, etc. On n'a pas nécessairement envie qu'elles soient accessibles à l'externe, mais on a envie qu'elles soient accessibles à l'interne ou le prestataire. Donc pour pouvoir quand même verrouiller un certain nombre de choses, on va mettre en place une charte éthique par rapport à l'accès à toutes ces données-là. Comme ça, le collaborateur, initialement, il se dit « Ok, il y a quand même un engagement qui est pris, il y a quelque chose de moral, on annonce ça via des grandes messes, comme ça se fait souvent, ou avec des mails, n'importe quoi, mais voilà, on met en place ça. Et pour chacun des paliers, on va quand même définir un cadre légal. Donc en fait, on va porter le principe de la licence au niveau d'ouverture. Donc pour ça, on va juste s'armer d'un avocat, par exemple, qui va dire, voilà, on va cadrer l'accès aux informations, et on va, comme ça, il y a quand même une limite, et puis si quelqu'un part avec les infos, on a quand même quelque chose pour revenir à l'attaque. La deuxième étape, c'est de cadrer. Donc en fait, au niveau IT, on utilise pas mal GitHub, GitLab, etc. Donc en fait, on va copier le système et on va créer un système de dépôt public, privé, sur lequel on va mettre toutes les données de l'entreprise. Libre à la société, suivant son organisation, de dire je vais créer justement des grands groupes pour pouvoir dire la partie commerciale, la partie RH, etc. Et dedans, on va créer des petits projets qui vont porter chacun sur des aspects. Donc, par exemple, toute la partie communication, les présentations, clients, les plaquettes, ce genre de choses-là, à chaque fois, des petits projets pour pouvoir segmenter les choses. Et on va aussi reporter le système de PR pour pouvoir permettre à des gens de contribuer et d'améliorer les choses. Parce qu'il est hors de question, quand même, ça reste une entreprise qui doit vivre et qui doit faire du business. Même quand on fait même dans les entreprises lean, on a quand même des gens qui se regroupent à un moment pour dire voilà, on a telle proposition, qu'est-ce qu'on en fait, on l'accepte pas, c'est débile, c'est pas débile, etc. Donc là, on va porter le système, comme on fait dans l'IT, de dire voilà, si on a un certain nombre de plus 1 de personnes qui disent ok, ça me semble bien, on vient valider le changement, ou on vient l'essayer. L'étape 3, c'est que tout ça, ça va nous permettre d'identifier nos fameux moteurs, en fait. Alors, généralement, les moteurs d'une société, on peut les identifier de certains moyens tout à fait simples. Le premier, c'est l'impact mapping. Donc, en fait, ça va être de dire, voilà, on a un grand tableau sur lequel vous allez mettre toutes vos idées. Et ces idées-là, on va dire, voilà, elles ont vraiment un impact au jour le jour sur la société, ça peut la valoriser, c'est une mauvaise idée, etc. Enfin, normalement, il n'y a pas de mauvaise idée, mais c'est quelque chose d'important, de pas important. Donc, nécessairement, les gens qui proposent le plus d'éléments, forcément, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec eux. Concrètement, ces gens, ça va représenter entre 10 et 20% de l'effectif global d'une société. Mais ça, en fait, finalement, c'est juste les personnes qui vont participer à l'amélioration de la société. Si on prend toujours le reportage d'Arte, au tout début du reportage, il y a un parallèle justement qui est fait. Grosso modo, il y a, dans une société, il y a à peu près 11% des collaborateurs qui veulent participer à la société, qui sont contents d'aller au boulot, etc. Et le reste, pareil, il y a à peu près 10, 15, 20%, je crois, de personnes qui là viennent au jour le jour parce que voilà, faut aller bosser. Et les autres, voilà, ils sont bien, mais finalement pas tant que ça, si jamais il y a des propositions, etc. Donc, on retombe sur ces 10 à 20%. Et concrètement, les vrais moteurs, ceux qui vont vraiment apporter du changement, qui vont vraiment pousser les gens, etc., c'est à peu près 5% de l'effectif. Donc ça peut représenter pas grand monde, en fait. Donc ces 5%, on va travailler avec eux, on va les réunir, on va les accompagner.
Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une très bonne lecture un livre qui s'appelle Switch, Oser le changement, qui va en fait expliquer comment est-ce qu'on motive les personnes, aussi bien pour leur donner l'envie de changer que leur trouver des idées pour changer, etc. etc. L'étape 4, c'est de laisser faire. Donc, laisser faire les gens et leur faire confiance. Parce qu'il y a toujours des innovateurs, quel que soit le groupe, le métier, tout, il y a toujours des gens qui ont des idées. Il y a toujours des accros à l'orthographe, donc on a tous notre Pascal Borelli. Et mine de rien, les mecs qui sont accros à l'orthographe, même si finalement leur contribution c'est juste d'aller corriger des fautes sur les présentations des commerciaux ou les plaquettes, etc., ça reste quand même quelque chose qui est l'image de marque. Et il y a toujours des procéduriers, il y a toujours des personnes qui vont dire oui, mais attention, dans le contexte X, Y, Z, la proposition n'est pas bonne parce que, etc. Donc si on fait le parallèle avec ce qu'on connaît au niveau du web, ça pourrait être un mec comme Stoff, par exemple. Il connaît à peu près tout, donc il est capable rapidement de dire oui, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, parce que... Et l'étape 5, c'est... Alors, juste, j'ai oublié un truc, sur l'étape 4, toujours parallèle avec le reportage d'Arte, vous verrez il y a carrément un dirigeant d'entreprise, lui, ça a été simple, il a dit voilà, on va mettre tout en place, ok, c'est mis en place, et pour pouvoir vraiment amorcer le changement, ce que je vais faire, c'est que je vais partir pendant 1 an en voyage autour du monde. Donc c'est quand même assez, la coupure, elle est nette, quoi. Et pendant 1 an, ils se sont débrouillés. Et pendant 1 an, juste avant qu'ils partent, ils ont commencé à discuter de l'échelle des salaires, etc., etc. Donc il y a quand même des gros sujets qui ont été amorcés, et il est parti quand même. Et au final, tout va bien pour lui. Et donc l'étape 5, c'est surtout ne pas avoir peur. Parce que, concrètement, la nature humaine aidant, à partir du moment où quelque chose est public, même si c'est en interne, généralement, on n'a pas envie de passer pour un rigolo. Donc, quand on contribue, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de contributions sur l'open source par rapport au nombre de projets qui peuvent exister en open source? C'est parce que il y a plein de gens qui ont peur. On peut avoir peur au niveau IT parce que voilà, on ne sent pas bon sur les tests unitaires. Donc on se dit voilà, ça ne va pas passer. On ne sent pas bon parce qu'on maîtrise par exemple pas l'anglais correctement. Donc dans les discussions où il y a des gens qui vont nous retoquer, on ne va pas arriver à suivre et donc on n'a pas envie de passer pour un rigolo, etc., etc. Et tout ça, ce sont des facteurs qui font que quand on va contribuer, on va essayer de contribuer de manière qualitative. Il ne faut pas avoir peur parce que la hiérarchisation, finalement, elle n'est pas supprimée, elle est juste répartie. Elle va s'étaler, en fait. C'est la pyramide qui va s'asseoir et qui va devenir de plus en plus... Les couches vont être de moins en moins segmentées, en fait. Il y a certains aspects de l'entreprise qui ne vont pas bouger, quoi qu'il arrive. Parce que personne ne va s'intéresser au sujet. Ça fait partie le parallèle avec l'IT, c'est que c'est justement tous ces projets open source qui n'ont pas de contribution. Ils existent, et tant que personne ne va s'y intéresser, finalement... Le fait qu'il soit ouvert, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que la démarche, elle a été faite et potentiellement, il y a des mecs qui pourront être intéressés, mais en fait, majoritairement, il n'y a pas tant de monde que ça intéresse, mais ce n'est pas un problème. C'est pas, donc, ce que je viens de dire, c'est pas parce qu'on ouvre l'accès à quelque chose que ça va forcément intéresser tout le monde, donc il n'y a pas nécessairement de crainte à avoir. Quoi qu'il arrive, la réputation globale de l'entreprise et de ses salariés elle va devenir plus importante. C'est exactement la même chose quand une boîte se paye un label ISO XYZ. C'est en fait, au jour le jour, ça ne change pas nécessairement grand-chose parce que les procédures, elles sont déjà là. C'est juste qu'on vient acter ces procédures en disant, voilà, on est sous le label ISO XYZ. Et en fait, ça... on va pouvoir dire, voilà, nous, notre entreprise, elle fonctionne de cette façon. Vous pouvez accéder à certaines informations, plaquettes, etc., au process, ce genre de choses-là. Et finalement, au bout d'un moment, on va peut-être venir vous chercher pour ça. Parce que cette transparence, ce côté éthique, finalement, c'est un levier de business, en fait. Parce que, quoi qu'il arrive, les gens vont chercher de plus en plus de l'éthique. Et... Donc, il ne faut pas juste faire de l'open source, à mon sens, ou faire du lean. Il faut un peu mixer les deux, c'est toujours le meilleur milieu.
Il faut surtout pas attendre le stade de crise. Donc, comme je disais au début, généralement, on innove le plus quand il y a des stades de crise parce qu'on n'a pas le choix, en fait, finalement. Et, euh, et ça, généralement, il faut pas l'attendre. C'est la nature humaine, en fait, qui fait ça. C'est comme, euh, pareil, on est dans un grand groupe et je vais avoir une restructuration à faire. J'ai le choix entre sauver 600 personnes ou mettre 200 personnes sur le carreau, potentiellement. La nature humaine va faire que je vais toujours préférer aller vers la solution de mettre 200 personnes sur le carreau plutôt qu'essayer de tenter de sauver les 600 parce que finalement c'est plus simple, c'est moins de problèmes, etc., etc. Par contre, à contrario, il y a un gros risque sanitaire. Pareil, il y a 600 personnes, c'est soit on sauve tout le monde, soit on sauve que 200 personnes. La nature humaine va faire que on va chercher à sauver les 600 personnes. Donc voilà, il faut aller contre la nature humaine et contre l'attentisme en fait de ce genre de situation. Si on sait qu'il y a quelque chose qui va mal, voilà, faut essayer de faire quelque chose. Il ne faut pas faire de compromis. C'est toujours pareil. Si c'est pour faire du lean, mais en fait pas l'adapter à la direction, pas l'adapter à un comité de pilotage ou autre, ça sert strictement à rien. Ça veut dire juste qu'il va encore y avoir deux choses, une organisation à deux répartitions différentes. Grosso modo, ça va marcher pendant 6 mois, les gens vont s'en rendre compte et ils vont arrêter. Et il faut penser à des exemples concrets, en fait. Par exemple, la ceinture de sécurité 3 points. Donc, ça a apparu sur la Volvo 122 en 1958. Donc, c'est Volvo qui a créé la ceinture 3 points et qui a dit, voilà, c'est une bonne idée, on va la filer à tous les fabricants, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et mine de rien, c'est quand même une innovation assez importante. Et exemple plus récent, les brevets Tesla sur les superchargeurs, par exemple, bah voilà, ça a été ouvert en 2014. On a le dirigeant de Tesla qui dit, voilà, moi j'ai la techno, elle existe et tout, mon but du jeu, c'est pas de faire en sorte de gagner forcément plus d'argent directement en verrouillant ma technologie. C'est, je peux ouvrir mes brevets et les gens pourront se servir de la techno. Et en fait, finalement, est-ce qu'il y a une baisse des ventes Tesla? Pas du tout. Il y a un regain d'intérêt vers Tesla. Qu'est-ce que fait Tesla et le regroupement des fabricants d'automobiles? Et c'est pas ça qui va faire que Tesla, demain, va disparaître, en fait. Tesla, il est sur son segment de marché, sa façon de faire, ses bagnoles qui sont super high-tech, et ça changera pas, concrètement. Donc il ne faut pas oublier tout ça. C'est pas parce qu'on donne l'accès à quelque chose que nécessairement on va se faire piquer l'essentiel et demain la boîte va fermer. Et c'est ma conclusion. Je vous remercie. Et donc, des questions? J'aimerais savoir si tu as commencé à mettre en place ce genre de process, toi, dans des structures à toi, autour de toi, où tu l'as vu mis en place déjà. Alors, en fait, par les expériences que j'ai eues en agence, c'est des choses que j'ai proposées mais qui n'ont jamais prises parce que concrètement j'étais dans les cas présentés, c'est-à-dire que j'ai bossé avec 3 grosses sociétés au niveau française avec concrètement les mêmes problématiques à chaque fois et donc tous les mauvais exemples que j'ai pu donner parce que concrètement, on a ces problématiques managériales, on a ces problématiques d'organisation, de pack impression d'argent qui part dans tous les sens et qui est dépensé inutilement. On se rend compte que de l'extérieur, qu'il y a beaucoup de gâchis qui est fait. Et en fait, on essaye d'amorcer un changement, mais ça ne prend pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et c'est des boîtes qui ont beau avoir par exemple des modules d'apprentissage avec du lean, etc. Elles-mêmes, ces modules d'apprentissage lean, elles vont finalement pas les pousser du point de vue des collaborateurs parce qu'elles savent que si elles amorcent trop de changements comme ça, les mecs vont revenir en disant ouais, c'est super, donc en fait il faut changer toute l'organisation de la société.
Et quand on est dans un groupe où justement on a 800, 1000 personnes, on est sur 2 ou 3 pays différents, et on veut amorcer quelque chose comme ça, il y en a plein qui veulent pas bouger, parce qu'ils sont bien là où ils sont. Donc il y a un autre groupe aussi sur lequel ils ont fait quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de documents, mais ils avaient ouvert l'accès uniquement à des directeurs d'antennes au niveau international. Et finalement, bah, c'est pareil, ça n'a jamais pris. Il y avait plein de documentation, etc., mais les gens, ils ne se connectaient pas dessus. Et la troisième chose, c'était sur du gâchis, justement, qui était fait, où en fait, réunionite aiguë, etc., etc. Et on sait qu'il y a un problème, mais c'est plus facile de faire avec le problème parce qu'on a les finances pour, plutôt que d'essayer de travailler sur le problème et d'arranger les choses. Parce que finalement, c'est limite, il faudrait pouvoir proposer un plan sur 10 ans en disant que voilà, au bout de 10 ans, votre profit qui est actuellement de 2 milliards va passer à 5 milliards. Mais personne ne peut prouver ça, personne ne peut amorcer ce truc-là. Donc, tant qu'à la limite, il n'y a pas le PDG ou n'importe quoi qui va dire « Ok, moi je suis pour », parce qu'il s'est levé un matin et il a décidé que, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire en fait. Et encore, même ça dans l'idée, s'il dit je suis pour, ça veut dire qu'il veut ouvrir ce genre de décision à l'ensemble de sa société. Donc ça veut dire qu'en même temps qu'il les applique, pour que ça marche, il faut que toute sa société soit pour aussi, quoi. Ouais, après c'est Dans la théorie de... c'est toujours pareil, c'est quand tu descends, les idées viennent d'en haut, t'as de la crainte, et puis ce qui est intéressant, c'est quand t'amorces un certain nombre d'idées à différents paliers, et puis finalement les gens se recroisent. Et c'est par exemple un truc qui peut durer 1 an, où tu vas amorcer un changement RH pour pouvoir finalement faire quelque chose de tangible, quoi. Mais non, concrètement... Et du coup, une des manières potentielles de le mettre en place, ce serait pas de le faire sur de nouvelles structures? Si, justement. Et est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as pensé? Bah, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai pensé. Et de toute façon, finalement, tu te rends compte que nous, dans l'IT, il y a pas mal de boîtes qui finalement fonctionnent comme ça. C'est juste qu'elles ont peur, après, de franchir le gap la présentation commerciale, le fait de donner, par exemple, les chiffres de la société concrets aux collaborateurs, en dépassant juste la grande messe annuelle de la présentation des résultats avec le gueuleton ou ce genre de choses-là. Mais parce que c'est finalement se mettre potentiellement au défaut vis-à-vis des gens qui sont en dessous, et de pouvoir leur donner l'opportunité de monter dans la société et de faire peur. Finalement, c'est juste ça. Mais quoi qu'il arrive, les boîtes de l'IT, je pense, sont quand même globalement beaucoup plus en avance que les sociétés plus traditionnelles des autres secteurs d'activité. Il y a M. Xavier Courreau qui te demande est-ce que ouvrir toutes les infos ne va pas noyer les gens et leur faire oublier ce dont ils ont réellement besoin au quotidien? Je pense pas, parce que c'est toujours pareil. Pourquoi finalement tu as des moments des problèmes, c'est parce que tu as des postes morts en fait dans une société qui sont tous les postes qui rapportent pas d'argent au jour le jour. Et ces gens sont en fait payés pour faire justement des présentations, pour faire de la compta, ce genre de choses-là. Et si tu donnes à ces gens la possibilité très clairement de leur dire voilà, est-ce que par exemple vous vous occupez de la compta, ça vous intéresserait de voici tous les chiffres, voici tous les plans, etc., de faire de l'optimisation X ou Y, tu en as peut-être un dans le tas qui ça va intéresser. Et finalement, c'est ce mec-là sur lequel tu vas capitaliser et qui va vraiment au jour le jour être intéressé. Et potentiellement, ce mec-là, au bout de 6 mois, 1 an, tu vas décider que, comme on le voit dans le reportage d'Arte, où on a des chefs de ligne, donc il n'y a plus la notion de chef, mais qui deviennent finalement accompagnateurs, et le but de leur boulot, c'est de transmettre tout le savoir et d'en avoir de plus en plus, pour que finalement tout le monde avec eux puisse faire le boulot d'une qualité qui aille de plus en plus vers le haut, quoi.
Donc eux-mêmes, ils sont plus qualifiés au bout d'un moment, donc il va avoir de nouvelles idées. Le mec qui va les accompagner, bah, il va peut-être, comme il a plus de visibilité, justement, il s'intéresse à plus de choses, et il a plus de temps, avoir de nouvelles idées lui aussi, etc. etc. Donc, mais après, comme je disais, il n'y a pas de... Ça dépend, c'est purement humain, quoi. Donc c'est toujours pareil, il y a des gens qui ne veulent pas du tout avancer, il y en a qui veulent avancer, il y en a qui vont trouver là-dedans des opportunités pour faire encore moins, à la limite, mais je pense qu'ils seront très clairement et très vite identifiés, quoi. Vas-y. Les problèmes que tu soulèves dans les grosses entreprises et les solutions que tu apportes, ça me rappelle beaucoup les problèmes qu'on peut voir en politique. Si tu comptes te présenter au présidentiel 2017, C'est toujours... tu sais, quand tu vois des choses autour de toi et que ça te révolte un peu. C'est comme l'open data, etc., etc. Après, tu peux le faire, tu peux pas le faire, il faut prendre le temps de le faire, etc., etc. Mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise est-ce que ça te dirait d'essayer. Je lui promets pas nécessairement des résultats, mais ce qui est sûr, c'est que je lui ferai un TGM qui sera très bas pour pouvoir essayer. Petite question. Moi, dans ma vision de l'open source, il y a beaucoup l'aspect communautaire, parce qu'au final, comme tu mets à disposition tes sources, l'ensemble du projet, parce qu'on parle plus de projet là, est possédé par le projet en lui-même et les gens qui sont intéressés par le projet. Et du coup, le fait que le projet avance ou pas, c'est pas dépendant d'une personne, d'un ensemble de dirigeants, mais d'un ensemble de personnes non définies qui changent très régulièrement, enfin qui est en perpétuel changement. Et du coup, est-ce que ça, au sein d'une entreprise, ça peut fonctionner? Est-ce que ça fait partie des trucs qui doivent être appliqués? Parce qu'en soi, ton dirigeant, aujourd'hui, dans une entreprise, tu as un dirigeant, c'est légal, est-ce que mettre en place une entreprise open source, ce serait aussi être capable de changer ce poste-là aussi rapidement que n'importe quel autre poste? Alors, si on fait une réponse en 2 temps, tu prends toujours pareil le reportage Arte. Par exemple, quand il a été question de rémunération, etc., par rapport au fait que forcément tu dois tes collaborateurs participer, les mecs, il faut bien qu'ils ils ont les mêmes besoins, ils ont envie de gagner un peu plus d'argent, ils ont envie de se faire plaisir, etc. Donc il y a un moment du reportage où il explique comment est-ce qu'ils ont donné de la rémunération en plus par rapport aux résultats d'eux, etc., etc. Donc c'est assez intéressant. Après, au niveau du dirigeant, on va dire toute la partie dirigeant d'une société, bon, tu as l'exemple du chef d'entreprise là qui est carrément parti pendant 1 an pour laisser la place aux autres. C'est quelque chose qui peut se faire. Si tu fais des parallèles avec certaines conférences du TED, je me souviens pas du tout du nom du mec, mais par exemple j'avais vu une conf où le gars avait décidé que dans sa boîte, potentiellement, tous les 5 ou 7 ans, quelqu'un avait le droit de prendre un congé sabbatique pendant 1 an, histoire de prendre du recul. Finalement, c'était du design, etc., etc. Donc, de voir plein de choses qui pouvaient se passer et de revenir avec plein d'idées fraîches par rapport à ça. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui venait le remplacer pendant ce temps et tout. Et après, ouais, je pense que, par exemple, quand tu montes une SAS, si tu la montes à l'américaine ou dans des grands groupes, c'est que le premier truc que fait le président d'une SAS, c'est qu'il va écrire une lettre de démission qu'il n'aura plus qu'à signer le jour où il va partir. Et peut-être que, effectivement, sans aller jusqu'à la démission pure et dure du point de vue légal, une lettre, l'équivalent d'un espèce d'abandon de poste pour pouvoir switcher sur autre chose, ça pourrait être une idée intéressante parce que c'est pareil, il ne faut pas se leurrer, personne n'a envie de s'encrouter pendant 40 ans au même poste sans possibilité d'évolution ou sans se dire qu'il pourrait voir un aspect autre du métier qu'il adore faire au jour le jour, quoi. Et encore plus quand on est passionné. Si on découvre quelque chose qui nous passionne encore plus, on a envie de switcher dessus. Donc favoriser ça, ça peut pas être une mauvaise chose. Feature. Je sais pas si je réponds concrètement, mais... Dernière petite question. Le dirigeant, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Parce que dans la plupart des projets open source, il n'y a pas quelqu'un qui est nommé dirigeant. Donc du coup, il n'y a pas besoin qu'il démissionne quand on veut plus de lui. Ouais. Il est juste pas là. Est-ce qu'en France, il y a un statut légal qui permet ça? Est-ce que
c'est quelque chose à apporter en plus, parce que ça fait partie des freins qui font que l'entreprise open source, c'est pas possible pour l'instant. Alors, en se basant sur les principes de la SAS, bon, quoi qu'il arrive, tu as toujours quelqu'un qui est dirigeant au niveau légal, mais cette direction légale, elle peut être répartie sur. Tu peux donner un certain nombre de pouvoirs de représentation de ta société à d'autres personnes. Donc, le cas concret, par exemple, c'est que tu as ton PDG, le DG qui est en dessous, généralement, il a aussi le pouvoir, les comités de direction, les comités d'actionnaires, etc. etc. Tout ça, tu peux leur donner des pouvoirs pour pouvoir répartir un peu les choses. Après, tu as aussi sur les SAS le fait qu'elles soient, quand des SAS sont créées à partir, ça peut être des entités morales, des personnes physiques, personnes morales, donc d'autres sociétés qui vont créer ensemble une autre société. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que chaque société a son représentant. Donc il y a ce genre de choses qui sont faites. Par contre, sur une SARL, une ERL, ce genre de choses-là, tu peux pas te... Tu as forcément ton président. Et répartir les choses, ça veut, légalement, ça veut dire perdre la majorité sur son entreprise, donc potentiellement voilà, se faire écarter à un moment ou à un autre, ou répartir son capital de façon tellement intelligente que donc, personne ne pourrait être sorti à n'importe quel moment. Mais non, on peut pas se baser la figure de père, on va dire, sur une société. En France. Ouais, en France, après, je connais pas le cadre légal international. Bah après, vu ton exemple où tu dis que c'est important pour communiquer avec les autres entités, effectivement, si tu n'as pas de représentant... Ouais. Et puis après, il ne faut pas oublier que des moments, il faut quand même segmenter, il faut quand même un peu être rationnel. Tu as des moments où tu as besoin, sur certains changements dans une société, d'avoir un organisme de direction qui se réunit et qui dit, voilà, on va amorcer le changement de telle façon. Et il ne faut pas impliquer tes collaborateurs, parce que c'est comme les règles de... Plus tu mets de personnes ensemble dans une pièce, plus le QI moyen va avoir tendance à baisser, quoi. Donc tu vas créer plein de problèmes, etc. Et il y a des moments où il y a besoin de prendre des décisions quand même. Et il y a besoin de quelqu'un qui dit, voilà, ça va se passer comme ça. Donc, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui va dire, on va faire du lean. Ça peut être 10 personnes dans la société, on va faire du lean. Voilà. Et puis, si après, peut-être, je pense, tous les principes de coopérative, les scopes, les trucs comme ça, peut-être que justement, ça peut être légalement quelque chose qui est fait. Notamment tout ce qui se fait dans le médical aussi, ou les regroupements de praticiens, etc. etc. Faudra voir au niveau légal tout ce qui existe de ce côté-là. Ok. Bah écoute, merci encore. De rien. Bah du coup, on va se voir la semaine prochaine. La question. Bah on sait pas, alors du coup pas la question. Oui, non. Si vous voulez venir faire des conférences, vous appelez, vous pinguez, vous passez chez là-haut, vous allez voir Émeric et vous dites, voilà, je fais un super conf, le mec il vous paye une pizza, c'est magnifique, et vous parlez pendant un certain temps, et puis voilà. Alors ouais, pour petite précision, vous pouvez venir au Ella Talk en live. On a quelques places dans la salle. Assister physiquement pour pouvoir serrer la main. Alexandre Ban, par exemple. On a quelques places, pas énormément. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop, parce que s'il y avait 10 personnes qui voulaient venir, ça serait très dur de les accueillir correctement. En revanche, pour 4 personnes, 5 personnes, c'est carrément possible. On peut se faire un petit repas aussi. Enfin, on mange des pizzas presque tous les jeudis midi. Donc si vous voulez partager une pizza avec nous, il faut juste s'organiser. Donc pinguez-moi comme dit, et pinguez Elao sur Twitter, et on s'arrange comme ça. Pour la semaine prochaine, on n'a pas encore de programme. Et du coup, on se retrouve peut-être jeudi à 13h sur le même YouTube de toute manière. Donc vous cliquez pour vous abonner, c'est assez facile comme ça, vous ne raterez rien. Vous followez sur Twitter, comme ça vous raterez encore moins rien, parce que c'est plus visible quand même les messages que sur YouTube. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous fais des gros bisous, comme on dit dans le métier. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.